téléspectateurs, les événements en cours aux États-Unis, la division qui semble marquer ce pays dans le contexte des élections de midterm, m'ont inspiré l'idée de revenir une soixantaine d'années en arrière pour évoquer une affaire qui a profondément divisé, elle aussi, l'opinion américaine, mais aussi l'opinion mondiale, à savoir l'affaire Rosenberg. Les époux Rosenberg, condamnés à mort et exécutés pour avoir été accusés d'espionnage au profit de l'URSS. Alors tout commence le 17 juillet 1950 quand Julius Rosenberg est arrêté, accusé donc d'espionnage nucléaire au profit de l'Union soviétique. Alors il est certain qu'il avait certaines sympathies pour le communisme, mais l'affaire va prendre une dimension tout à fait considérable aux États-Unis même et puis même dans le reste du monde, où les opinions vont être très partagées concernant les accusations qui pèsent sur lui. C'est normal, ce n'est pas surprenant, puisque nous sommes dans le contexte de la guerre de Corée, qui a commencé justement en 1950, à l'été 50, dans le contexte également de la guerre d'Indochine française, si l'on peut dire, où là aussi les Français luttent contre le Viet Minh communiste. Nous sommes donc en pleine guerre froide, celle-ci a commencé à partir de 1947, et dans le cas de l'Asie, elle est devenue de fait une guerre chaude. Donc les esprits sont particulièrement remontés et les passions sont à vif sur ces questions, d'autant qu'en 1949, à l'automne 49, l'URSS est devenue à son tour puissance nucléaire. Le monopole américain, qui était là depuis 1945, est ainsi battu en brèche, ce qui évidemment contribue à inquiéter et l'opinion américaine et l'opinion occidentale de manière générale. C'est donc dans ce contexte que survient l'arrestation des Rosenberg. Ils seront condamnés à mort en juillet 1951 et ils seront exécutés en juin 1953. Exécution qui va, je l'ai dit, profondément diviser l'opinion mondiale. En fait, de quoi s'agit-il? Eh bien, à partir de 1942, Beria, le grand patron des services soviétiques, s'est intéressé de près aux recherches des savants atomistes qui travaillaient en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada, avec le projet de mettre en œuvre une arme d'une nature tout à fait nouvelle qui pouvait peser de manière décisive pour l'issue de la guerre. Et il y a un premier personnage qui apparaît dans cette histoire, c'est Klaus Fuchs, un Allemand réfugié en Grande-Bretagne en 1933, devenu physicien à l'université de Birmingham, naturalisé britannique, et qui s'impose très vite comme un savant de tout premier ordre, au point qu'il est mobilisé en 1943. Il débarque à New York pour coopérer au fameux projet Manhattan de préparation de la bombe atomique, américaine. Il va participer donc à des recherches tout à fait secrètes qui sont organisées dans le cadre du programme qui aboutira à l'explosion de la première bombe nucléaire à l'été 1945 dans le désert du Nouveau-Mexique, à Los Alamos. Et là, Fuchs va rencontrer un certain Raymond, va s'entretenir avec lui, va le rencontrer de nouveau à Santa Fe au Nouveau-Mexique, et il va entamer en quelque sorte une collaboration avec ce personnage qui se révélera être un agent soviétique. Alors, tout cela va être remis en cause du fait de la défection d'un employé du chiffre de l'ambassade du RSS à Ottawa, au Canada, un certain Igor Gouzenko, qui va révéler l'importance des réseaux d'espionnage soviétiques en Amérique du Nord. Et à partir de là, l'enquête va pouvoir avancer au cours des années suivantes, des recoupements vont pouvoir être établis, et l'explosion en plus de la bombe russe en 1949 va évidemment accélérer les choses. Edgar Hoover, qui est le patron du FBI déjà depuis de nombreuses années, va accélérer les recherches évidemment sur ces questions.
des soupçons sérieux vont peser très vite sur Fuchs. Alors on hésite quand même parce qu'il a une réputation de très grand savant, on le surnomme le second Einstein, c'est tout dire. Il est directeur de la physique théorique au Centre d'énergie atomique de Harwell. C'est un personnage donc d'envergure, mais il est clair, à partir de révélations qui suivent la défection de Gouzenko, que Fuchs a rencontré à Édimbourg, déjà, quand il était encore en Grande-Bretagne, des agents soviétiques, et en décembre 1949, il est arrêté. Il va faire rapidement un certain nombre de révélations. Il est interrogé assez habilement par un enquêteur du FBI, et dès janvier 1950, eh bien, il va signer des aveux. Et là, il parle de ce fameux Raymond, un chimiste qui aurait été en quelque sorte son officier traitant. Le FBI va se mettre sur la piste du personnage. On va réussir à découvrir son identité. C'est un certain Harry Gold que Fuchs reconnaît sur certaines photos. Le Raymond en question va nier tout d'abord, mais il va être confondu parce qu'il prétendait ne s'être jamais rendu au Nouveau-Mexique. Or, on va découvrir chez lui une carte, un plan de la ville de Santa Fe. Il va être obligé donc de révéler ce qu'il sait, et c'est lui qui signale l'existence de plusieurs personnages, un certain David Greenglass, un certain Julius Rosenberg, un certain John Doe, qui en réalité s'appelle le Yakovlev, et qui sont des personnages importants selon lui du réseau auquel il appartenait. Alors Fuchs, qui a avoué, sera plus tard libéré en 1959, il sera échangé à Berlin-Est et sera recueilli en RDA. Quant au Suisse Harry Gold, naturalisé américain, dont on apprend alors qu'il travaillait pour l'URSS depuis 1936, en liaison avec un intermédiaire, donc John Doe, de son vrai nom, Yakovlev. Il a eu des contacts avec Fuchs, et surtout, il a eu des contacts avec un certain David Greenglass, qui est en fait le frère d'Ethel Rosenberg, la femme de Julius. Ce Greenglass, il est mécanicien à Los Alamos, donc au cœur du système de préparation de la bombe. Finalement, en juin 50, il va avouer avoir volé des secrets nucléaires, et il va préciser que c'est à la demande et sous l'influence de son beau-frère, donc Julius Rosenberg, qui est interrogé à son tour, déjà dès le mois de juin 50. Il est arrêté, je l'ai dit, le 17 juillet. Il nie, mais le beau-frère continue à l'accabler de plus belle. L'épouse de Julius, Ethel, est arrêtée à son tour, ainsi que deux complices, Ellie Tascher et Sobel, et l'affaire commence donc à ce moment en 1950. Alors, qui est ce personnage de Julius Rosenberg? C'est un immigré d'origine russe. Il a fait des études pour devenir ingénieur en électricité à l'université de New York. En même temps, il a des sympathies, on va dire, pour l'URSS, des idées communisantes, hein, et il va rencontrer à la Noël de 1936 Ethel Greenglass, donc, qui est une militante syndicaliste. Avec elle, il va participer à des actions de soutien à la République espagnole, c'est l'époque de la guerre civile espagnole. Et il va participer à des meetings, à des réunions dénonçant le régime nazi allemand, et les deux vont finalement se marier en 1939. Mais ces sympathies font qu'en 1945, alors qu'on commence à se méfier aux États-Unis des régimes qui risquent de remettre en cause la démocratie parlementaire, Julius est licencié de son travail car accusé d'être communiste. Il monte alors une petite affaire en 1946, il s'associe avec son
son beau-frère Greenglass. L'affaire ne marche pas, tout cela finit par capoter, il y a des tensions entre les deux, ce qui permettra aux partisans de Julius Rosenberg, ensuite à l'époque du procès, de dire que s'il est ainsi accablé et accusé par son beau-frère, c'est pour ces raisons-là. En réalité, on voit bien que les liens familiaux ont été maintenus après cette petite crise et que cette argumentation ne tient pas véritablement. Alors, Greenglass donc a été l'un des principaux acteurs de l'affaire, Gold a été l'un des intermédiaires essentiels. Quant à Julius, lui, dans le milieu qu'il fréquente, ayant de sympathie communiste, antifasciste, il va regrouper des sympathisants qu'il va mettre en contact avec le réseau qui va ainsi s'étoffer quelque peu. Mais il est arrêté, on l'a dit, son épouse l'est aussi quelque temps après, 3 semaines plus tard. Le couple va nier. Les défenseurs de Greenglass vont faire valoir qu'il n'avait pas du tout les compétences pour transmettre quelques renseignements que ce soit. Oppenheimer dira même qu'il était incapable de résoudre une équation du premier degré, mais quand on sait les soupçons qui vont peser ensuite sur Oppenheimer, ça limite quelque peu ce témoignage. Et puis, finalement, tout cela va mener à un procès, un procès pour conspiration au bénéfice de l'URSS. Le couple est donc accusé, ainsi que Greenglass et puis un complice, Sobel, et les Rosenberg et Sobel vont être déclarés coupables. Greenglass, comme il a coopéré, va bénéficier d'un régime de faveur relatif. Ils sont déclarés coupables le 29 mars donc 1951. Le 5 avril, la sentence tombe, les époux Rosenberg sont condamnés à mort et Morton Sobel a 30 ans de prison. L'affaire a été rondement menée. Le droit, apparemment, a été parfaitement respecté. La défense a pu même récuser pas moins de 30 témoins. Donc, cette procédure paraît tout à fait indiscutable. Les accusés vont faire appel. Greenglass, lui, s'en tire évidemment un peu mieux, puisqu'il aura seulement 15 ans de détention. C'est une manière de le remercier d'avoir collaboré avec les enquêteurs. Alors un premier appel est rejeté en février 1952 et l'exécution est fixée au 12 janvier 1953. Le 2 janvier, un nouvel appel est rejeté et c'est à ce moment-là, en janvier 1953, que débutent des manifestations d'envergure, notamment devant la Maison-Blanche, qui réunissent des milliers de personnes pour demander la grâce des accusés, pour demander un nouveau procès. Alors c'est un phénomène américain, mais c'est un phénomène qui va gagner l'Europe, où les relais communistes se mobilisent justement pour dénoncer une justice tout à fait partiale et pour faire des Rosenberg des martyrs, évidemment, d'une Amérique accusée de tous les maux, de représenter l'impérialisme capitaliste et j'en passe. Dès janvier 1952, un premier comité de soutien avait été créé à New York et s'était engagé donc pour cette cause avec les relais qui vont suivre en Europe. Alors c'est un petit peu délicat pour les défenseurs des Rosenberg car nous sommes à une époque d'épuration très sévère dans le bloc soviétique. Donc dénoncer la justice américaine au moment où Staline est engagé dans la répression du fameux complot supposé des blouses blanches, quelques années après les procès de Prague, après l'exécution du Tchèque Slansky, du Hongrois Rajk, après la reprise en main des partis communistes d'Europe orientale très, très vigoureuse qui a été conduite par les communistes. Et évidemment, la défense des Rosenberg s'en trouve quelque peu affaiblie. Certains ont voulu également faire valoir qu'ils étaient victimes
de l'antisémitisme. Oui, mais la communauté juive américaine se distingue tout à fait d'eux en faisant valoir que les communistes essaient de diffuser cette idée, mais qu'en réalité, les Rosenberg sont bien coupables de ce dont on les accuse. En tout cas, en février 1953, eh bien, Eisenhower rejette de nouveau la grâce. Le pape lui-même, Pie XII, se mobilise pour la demander en février, sans succès. Un nouvel appel est envoyé à la Cour suprême, dans un contexte donc qui est celui de la guerre froide, au moment où Staline meurt au début du mois de mars 1953. Une nouvelle date d'exécution est fixée au 15 juin 1953. Le président français Vincent Auriol, le premier président de la 4e République, réclame lui aussi, demande la grâce des condamnés. Et en France, l'affaire prend une grosse ampleur. À un moment, il faut le rappeler, où le Parti communiste est un parti extrêmement puissant. Il est certes à l'écart du gouvernement depuis 1947, mais il a un poids électoral qui est tout à fait considérable. Il a été, au sortir de la guerre, le premier parti de France en termes de nombre d'électeurs, et il pèse encore le quart des voix lors des élections. Et il va appuyer massivement la campagne en faveur des époux Rosenberg, présentés comme des victimes innocentes d'un système américain tout à fait impitoyable. On va organiser un peu partout des signatures de pétitions. Il y a ainsi 500 000 signatures qui seront réunies en France et qui seront adressées à la Cour suprême des États-Unis pour tirer donc les Rosenberg d'affaire. Mais la Cour suprême rejette le sursis, Eisenhower également. Nous sommes, il faut le rappeler, en plein contexte de la guerre de Corée. Là, la guerre froide est devenue chaude. Les Américains sont directement confrontés aux troupes nord-coréennes et chinoises. Et dans un tel contexte, il n'est pas question de donner une image de faiblesse. Alors, la campagne n'en continue pas moins, avec des gens parfois un peu inattendus. En France, il y a un comité chrétien pour la révision du procès qui se constitue. L'un des grands maîtres du barreau, maître Moreau de Jaffery, est une des vedettes du barreau à l'époque, réunit un grand meeting au Veldiv pour réclamer la clémence en faveur des Rosenberg, mais la Cour suprême ne se laisse pas impressionner par 6 voix contre 3. Elle rejette la perspective d'un sursis. Comme le président Eisenhower rejette également la grâce, eh bien, les deux condamnés vont être exécutés, vont passer sur la chaise électrique. Alors l'affaire n'est pas terminée. Pour autant, quelques années plus tard, les deux enfants du couple, Michael et Robert, vont relancer celle-ci, réclamer justice pour leurs parents, réclamer réparation, affirmer leur innocence, ce qui leur vaudra d'ailleurs en 1976 d'obtenir une médaille de la paix décernée par la République démocratique allemande. Mais en tout cas, les époux Rosenberg ont été exécutés. Alors qu'en fut-il réellement? Un certain nombre d'éléments nouveaux sont intervenus qui vont dans le sens de la culpabilité de Julius Rosenberg et de son épouse. D'abord, en 1968, le fameux transfuge anglais Kim Philby, qui est passé en URSS, va publier ses mémoires intitulées « Ma guerre silencieuse », et là, il laisse clairement entendre que les Rosenberg étaient bien des espions soviétiques. Mais l'affaire continue, puisqu'en 1975, une grande campagne de réhabilitation, en quelque sorte, est engagée en France, est lancée en France, avec des personnalités tout à fait remarquables pour la soutenir. Je pense à l'historien Alain Decaux, par exemple, qui, avec Stelio Lorenzi, va réaliser une dramatique pour les dossiers de l'écran sur cette question. Alors, Stelio
Riccardo Lorenzi était un compagnon de route du Parti communiste, mais Alain de Gaulle est un petit peu plus surprenant. Il va y avoir, durant toute cette période, un soutien sans faille du Parti communiste à toutes les initiatives dans ce sens, et puis également des personnalités dont on pourrait dire de la société civile, hein, Jean-Louis Barrault, l'homme de théâtre, Jean Ferrat, le chanteur, le mime Marceau, l'actrice Marina Vladi, Henri Allègre, le fameux torturé de la guerre d'Algérie, Max-Paul Fouchet, une vedette des émissions culturelles de la télévision, Georges Ségui de la CGT, Georges Marchais du PCF, c'est moins surprenant, se mobilisent donc pour ce combat, hein, mais pas de chance, peu de temps après, de nouveaux éléments interviennent. Il y a d'abord ce qu'on a appelé la bombe Kaplan, à savoir les révélations d'un communiste tchèque passé à l'Ouest et qui confirme bien que les Rosenberg étaient des espions soviétiques. Et puis aux États-Unis même, on va récupérer des dossiers jusque-là inconnus d'Edgar Hoover, le patron du FBI, des dossiers très importants. L'historien Ronald Radosh va faire la synthèse de tout cela et va montrer non seulement que les Rosenberg ont été condamnés sur des bases solides, mais que de plus le réseau qu'ils avaient monté était en fait beaucoup plus important qu'on ne le pensait à l'époque. Leur culpabilité donc ne fait plus de doute aujourd'hui. Je suis très heureux, chers téléspectateurs, de recevoir aujourd'hui Nicolas Klein, qui est un spécialiste de l'Espagne contemporaine et avec qui nous allons parler de ce pays qui occupe un peu les premières places de l'actualité ces derniers temps, à cause du changement politique qui est intervenu il y a quelques mois, à cause également du débat relatif au déménagement des restes du général Franco depuis El Valle de los Caídos pour une destination qui demeure encore incertaine, mais je crois qu'il était utile de revenir sur ce qu'a été l'évolution de notre voisin d'outre-Pyrénées au cours en gros, des 40 dernières années, depuis la fin du régime franquiste. Alors pour cela, j'ai donc invité Nicolas Klein, qui est un ancien élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, qui est... De Lyon. L'École normale supérieure de Lyon, qui est agrégé d'espagnol, docteur j'imagine. Non, pas docteur. Pas encore, mais ça... Peut-être un jour, oui. Ça ne va pas tarder. Et qui est enseignant en classe préparatoire dans un grand lycée de province. Et Nicolas Klein qui a publié aussi un ouvrage aux éditions Perspectives Libres il y a peu, qui s'intitule, rappelez-moi... Donc c'est Rupture de banc, l'Espagne face à la crise, voilà, qui a été publié en octobre 2017, il y a tout juste un an. 2017, je rappelle donc, édition Perspectives Libres, qui est une excellente synthèse sur la situation de ce pays au cours des dernières années. Alors évidemment, quand on pense à l'Espagne, Nicolas Klein, automatiquement s'impose encore aujourd'hui la figure du général Franco. Général Franco qui a pris le pouvoir, on le rappelle, dans la foulée du coup d'État, du putsch militaire de 1936, contre un régime républicain qui n'était plus en mesure manifestement de contrôler la situation dans un contexte tout à fait révolutionnaire. Tout cela a débouché sur une guerre civile tout à fait dramatique, tout à fait sanglante, qui a duré près de 3 ans et a été une épreuve terrible pour l'Espagne. Et puis derrière s'est mis en place donc un régime autoritaire, dictature évidemment pour les uns. Certains l'ont assimilé sans doute un peu rapidement à un régime fasciste, car je crois qu'il y avait un certain nombre de différences assez sensibles sur la question. Et puis le général Franco est mort en 1975. Et puis là s'est mise en place une transition démocratique qui avait été soigneusement préparée d'ailleurs, avec la perspective de retour
retour de la monarchie, en la personne du roi Juan Carlos, et puis on peut considérer que les choses se sont globalement bien passées, contrairement à ce que l'on aurait pu imaginer quelques années plus tôt, et contrairement aux espoirs que manifestaient certains, hein, d'une grande revanche par rapport aux vainqueurs de la guerre civile. Alors cette transition démocratique, donc, qui remonte maintenant à 1975, elle a abouti à la mise en place d'un système nouveau dont nous parlerons dans un instant, mais pourrait-on dans un premier temps faire une sorte de point, une sorte de bilan de la période franquiste pour l'Espagne, parce que là évidemment il y a des lectures tout à fait contradictoires, tout à fait exclusives. Il serait peut-être bon de remettre les choses au point sur un certain nombre, à propos d'un certain nombre de domaines. Alors, un bilan, évidemment, c'est compliqué de dire un bilan dans l'ensemble des domaines. Alors, pour commencer sur le plan politique, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le franquisme de 1939 à 1975 n'a pas été un bloc monolithique. Il y a eu des évolutions, il y a eu des phases de progression, de recul. La première phase du franquisme, c'est la phase qui commence le 1er avril 1939 avec la victoire des troupes nationalistes et ce qu'on appelle le Bando de la Victoria, c'est-à-dire le communiqué de la victoire qui a été communiqué par Franco depuis Burgos. À partir de 1939 et jusque dans les années 50, alors la date précise, évidemment, toujours un peu arbitraire, 53, 55, ça dépend de ce qu'on considère. Il y a eu une première phase autarcique où le régime était, par la force des choses, en tant que régime un peu honni de la Seconde Guerre mondiale, ancienne, alors pas allié, mais régime ayant eu des sympathies pour les forces de l'Axe, donc un régime effectivement mis au banc des nations par les alliés victorieux de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une phase durant laquelle il y a eu une très forte répression. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de répression ensuite, mais c'est une phase durant laquelle la répression contre les opposants au régime et contre les maquisards républicains, parce qu'il y en a eu encore eu plusieurs mois, a été extrêmement féroce. Ensuite, on a une seconde phase qui commence dans les années 50. Alors, généralement, on donne la date de 1959, qui est la date, en fait, d'un certain changement. Alors, non pas de régime, mais de tendance dans le régime. À partir de là, en fait, prennent le pouvoir ce qu'on appelle les technocrates. Alors, c'est une expression, un mot un peu rapide pour désigner un ensemble de personnes qui, certes, restaient dans les clous globaux du régime, mais étaient soucieuses d'un certain développement économique et d'une certaine ouverture économique du régime à l'étranger, ouverture qui avait été facilitée par les accords de Madrid quelques années auparavant, en 1953, entre Franco et Eisenhower qui avait fait le déplacement à Madrid, hein, c'est le premier président des États-Unis qui a jamais foulé le territoire espagnol. Donc à partir de 1959, on entre dans la phase de ce qu'on appelle en espagnol le desarrollismo, donc desarrollo c'est le développement, c'est une phase de développement en fait économique et technologique accélérée de l'Espagne, alors en grande partie permis par les investissements étrangers qui en fait constitué ou reconstitué une industrie espagnole et qui ont permis de constituer pour la première fois dans l'histoire de l'Espagne une classe moyenne qui jusqu'alors n'avait pas existé. Une classe moyenne donc qui a commencé à se constituer, qui a commencé à avoir accès aux biens de consommation de façon massive, qui a commencé aussi à avoir accès au divertissement de masse, dont les enfants ont pu commencer à aller à l'université. Alors il y en avait déjà avant bien sûr, mais c'était beaucoup plus réduit. Là ça a été l'instruction, l'enseignement supérieur de masse. Et en fait c'est sur ces classes moyennes, paradoxalement, que s'est construit le régime qui a suivi le franquisme, c'est-à-dire à partir de la transition démocratique, ce sont ces classes moyennes qui ont permis l'émergence progressive en quelques années d'un régime démocratique et parlementaire. C'est un scénario relativement classique. Tout à fait. La révolution industrielle, des rythmes divers dans différents pays, a permis l'émergence justement de catégories nouvelles. Tout à fait. Déjà Gambetta l'évoquait après 1970, les couches nouvelles, qui vont permettre de stabiliser un régime représentatif, un régime parlementaire, après diverses tentatives
politique qui elle, avait été échouée. Tout à fait. Donc l'Espagne va se transformer complètement durant cette période. On a parlé du miracle espagnol. Hein. Tout à fait. Il y a eu un miracle italien, il y a eu un miracle allemand. On oublie un peu trop souvent de parler du miracle français des 30 Glorieuses, mais qui était bien là. Mais il y a eu un miracle espagnol. Tout à fait. Que les gens qui fréquentaient l'Espagne à cette époque ont pu percevoir de manière très directe, hein, pour ma très part. Frappante, oui. Mon premier voyage en Espagne, c'était en 1962. J'ai vu la différence en l'espace de 10 ans, au milieu des années 70, au moment de la mort de Franco, le visage de l'Espagne, sur le plan de son activité économique, mais également en ce qui concerne la société, avait complètement changé. Tout à fait. Alors la société a suivi des évolutions qui d'abord ont permis de stabiliser le franquisme. C'est un peu le paradoxe de ces évolutions sociales, c'est que d'abord la constitution de ces classes moyennes qui ont commencé à devenir propriétaires, à accéder à des biens de consommation de façon massive, ce sont ces classes moyennes-là qui d'abord ont permis de stabiliser le régime. Parce que les membres de ces classes moyennes n'avaient pas intérêt à ce qu'il y ait des évolutions violentes au sein du régime. Elles voulaient préserver ce qu'elles avaient acquis et si possible en acquérir plus. Des acquis péniblement obtenus, justement. Hein. Les classes moyennes sont naturellement conservatrices. Tout à fait. C'est déjà ce qu'avait imaginé en Russie le Stolypine avant 1914, constituer une vaste classe moyenne de petits paysans propriétaires qui aurait été de fait un soutien du régime tsariste et lui aurait permis de se perpétuer. Alors ça, c'est une réalité évidemment importante pour comprendre l'Espagne contemporaine. Alors que se passe-t-il en 1975 ? Franco meurt après une longue agonie et de manière assez surprenante, on peut dire, pour beaucoup d'observateurs, l'Espagne, de manière tout à fait pacifique, on va dire, va réaliser une transition démocratique qui semble aller dans le sens d'une réconciliation. Oui. On voit les exilés de la guerre civile, je pense à Santiago Carrillo, le leader communiste par exemple, ou à la Passionaria qui reviennent en Espagne. On a une transition qui est finalement réussie. Alors c'est une transition effectivement réussie qui n'était pas du tout gagnée. Voilà, qui n'était pas du tout gagnée parce qu'effectivement quand Franco meurt le 20 novembre 1975, la plupart des gens estiment que le régime va difficilement pouvoir se maintenir, en tout cas pas en l'état, parce qu'il y a eu un raidissement sur la fin justement avec les problèmes de santé de Franco et aussi la pression à la fois interne et externe pour la démocratisation du pays. Donc effectivement, la plupart des observateurs intérieurs et extérieurs imaginent difficilement une perpétuation du régime franquiste, en tout cas pas dans les coordonnées qu'il a prises les dernières années. Et en même temps, excusez-moi, mais d'autant qu'on avait eu le précédent portugais en 1974, où le régime qui avait succédé à celui du docteur Salazar avait été remis en cause par la révolte des capitaines. Tout à fait, oui. Alors, la révolte des œillets. Disons que là, il y avait beaucoup moins de chances que l'armée se révolte, parce que l'armée était une des bases, un des piliers idéologiques et une des justifications suprêmes du régime franquiste, contrairement au régime salazariste qui restait un régime civil. Alors que le régime franquiste était malgré tout un régime espagnol qui s'était certes civilisé, qui était devenu civil avec le temps, mais où l'armée conservait un poids considérable. Alors effectivement, peu de gens imaginent que ce régime va survivre, et de fait il ne survivra pas, mais un certain nombre d'observateurs estiment que dans la tradition espagnole, il y a une volonté d'aller toujours vers le maximalisme, vers la violence, vers les révolutions plus ou moins sanglantes, vers des renversements brusques et violents. Or justement, ce qui se produit au fur et à mesure, c'est une déconstruction assez rapide d'ailleurs de ce qui a fait les institutions franquistes, et une construction relativement rapide aussi de ce qui va faire, de ce qui fait le régime démocratique et parlementaire qui aboutit à la Constitution de 1978 et qui ensuite se développe à peu près normalement. Et là, tout cela a été facilité par l'action de certains hommes issus pour beaucoup du sérail franquiste. Je pense à Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, oui, bien sûr. Qui a joué un rôle déterminant dans cette évolution. Alors avec des nouveautés tout de même un peu étonnantes, et c'est notamment la place faite à la décentralisation, aux autonomies régionales. L'idée de l'unité espagnole avait été un moteur très important de l'insurrection nationaliste et
du franquisme ensuite, hein, España Una, faisait partie des slogans du régime. Là, on va voir des autonomies accordées alors aux provinces qui traditionnellement étaient des foyers de revendication, la Catalogne, le Pays Basque, mais aussi un système beaucoup plus généralisé avec des communautés autonomes. Ça, c'était quelque chose qui était à la fois tout à fait inattendu et complètement inattendu. Oui, et puis qui était quand même quelque chose de relativement nouveau là, par rapport à ce qu'avait été l'histoire espagnole antérieure. Alors ça dépend évidemment quelle époque on considère, mais il est certain qu'effectivement, même quand la Constitution a été rédigée et votée, on n'imaginait pas qu'une telle évolution, qu'une telle décentralisation puisse se généraliser en Espagne. Au départ, il était évident que dans le cadre d'une démocratisation du pays, la Catalogne, le Pays Basque et éventuellement la Galice allaient réclamer une autonomie au moins culturelle, sinon politique, financière, économique. Et en réalité, très rapidement est arrivée l'Andalousie, avec des manifestations massives d'Andalous qui ont demandé aussi, ce qui était relativement nouveau parce que l'Andalousie avait été justement un peu identifiée à l'Espagne. C'était un peu la surprise là quand même. Ouais. À tort, mais elle avait été identifiée à l'Espagne. À ce moment-là, effectivement, les Andalous sont massivement descendus dans la rue pour demander eux aussi une accession rapide à l'autonomie. Et donc en fait on s'est retrouvé avec ces 4 communautés autonomes, Catalogne, Pays Basque, Galice, Andalousie, qui ont accédé à l'autonomie par ce qu'on appelle la voie rapide. Je ne rentre pas dans les détails, mais dans la Constitution, il y a ce qu'on appelle la voie rapide. Et ensuite, les communautés autonomes, leur système s'est généralisé à l'ensemble du pays. Alors, par palier, progressivement, puisqu'évidemment, il y a des communautés autonomes qui, historiquement, ne représentent que peu de choses. Par exemple, la Castille-La Manche, en elle-même, ne représente pas grand-chose. C'est la Castille. C'est la nouvelle Castille de jadis, oui. Mais la nouvelle Castille est plus une expression, en fait, géographique que véritablement identitaire. Donc, ça s'étale, en fait, de la fin des années 70 jusqu'en 1983, où les toutes dernières communautés autonomes sont créées. Et il faut ajouter simplement 1995, date à laquelle Ceuta et Melilla deviennent 2 villes autonomes, alors qu'avant, elles dépendaient de l'Andalousie. D'accord. Et effectivement, ce système, alors que Jordi Pujol, qui a longtemps été président de la Généralité de Catalogne, a appelé de façon un peu péjorative café para todos, du café pour tout le monde, effectivement, s'est imposé un peu à la surprise générale et dans un système un peu sui generis qui n'est comparable véritablement à aucun système existant, parce que l'Espagne n'est évidemment pas un système centralisé. Mais ça n'est pas à proprement parler un système fédéral non plus. Alors, dans les faits, l'Espagne va bien au-delà du fédéralisme, notamment en matière économique et même politique. Mais si on reste en termes juridiques et constitutionnels, l'Espagne n'est pas un État fédéral. On appelle le système des communautés autonomes. Et voilà, c'est un système à lui tout seul. Et quel est le bilan aujourd'hui? On a un certain recul là d'une quarantaine d'années pratiquement maintenant. Quel est le bilan de ces autonomies? Parce que on voit bien que certaines critiques s'éveillaient, on conteste la corruption qui a pu s'installer en divers endroits. On se souvient des problèmes du Levant avec l'aéroport de Castellón de la Plana, par exemple, des choses comme ça. Comment est-ce que les Espagnols voient aujourd'hui le bilan de ces mesures, de cette évolution? Ça dépend évidemment de leur orientation politique. Pour les Espagnols les plus à gauche, c'est un bilan qui est relativement satisfaisant, mais il faudrait aller beaucoup plus loin dans la décentralisation. Un certain nombre de partis de gauche, dont le Parti socialiste, parle d'un vieux serpent de mer qui est celui de la fédéralisation de l'Espagne, qui dans les faits ne changerait pas grand-chose, mais parle de la fédéralisation de l'Espagne. Évidemment, plus on va à droite, plus le bilan est critique. Alors, il me semble quand même qu'aujourd'hui, beaucoup d'Espagnols tombent un peu des nues par rapport à l'affaire catalane. Et estiment qu'en réalité, peut-être que les communautés autonomes étaient une bonne idée au départ, mais que leur développement et la façon dont elles ont été ensuite conduites ont amené de graves dysfonctionnements. Ce qui est certain, c'est que d'après toutes les études économiques qui ont été faites, les économistes n'arrivent pas à trouver de lien de cause à effet entre la décentralisation espagnole et le développement économique de l'Espagne. Donc la décentralisation, la structuration en communauté autonome n'a pas permis par elle-même d'enrichir le pays et de développer les communautés autonomes. Économiquement, ça c'est sûr. Et politiquement, effectivement, se pose le problème de la loyauté des communautés autonomes à l'État central
et de la gestion des compétences par l'État central et par les communautés autonomes, qui là aussi est une pierre d'achoppement des débats. Et on a eu là des surprises aussi inattendues avec le développement de la crise catalane au cours des dernières années, des derniers mois, puisqu'on s'est rendu compte qu'en Catalogne même, il y avait une forte fidélité à l'Espagne, ou à l'idée espagnole. On a vu des manifestations qui, vues depuis l'étranger, pouvaient paraître inattendues, tant l'idée d'une Catalogne autonome paraissait acquise. De plus, dans le reste de l'Espagne, cette évolution a été évidemment très mal perçue. Et comment peut-on... quelles sont les perspectives aujourd'hui concernant cette évolution de la Catalogne, où les choses ne se sont pas passées globalement comme on pouvait s'y attendre? C'est-à-dire que tous ceux qui ont fait des prévisions dans un camp ou dans l'autre, entre guillemets, en ont été pour leurs frais, parce qu'en fait, personne n'a vraiment obtenu ce qu'il souhaitait. Alors, il est évidemment difficile de prédire surtout l'avenir, comme dit la plaisanterie. Ce qui me paraît évident aujourd'hui, c'est qu'en Catalogne, la situation est bloquée. Il y a un véritable blocage parce qu'en fait, la Catalogne est divisée très profondément. Il y a un clivage autour de la question indépendantiste entre une partie de la population, difficile à estimer évidemment, je dirais 40-45% peut-être, qui revendique l'indépendance, dont un noyau dur qui la revendique à tout prix, et une autre partie de la population qui y est très opposée, et qui elle aussi, parce qu'il y a un mouvement de radicalisation indépendantiste, mais qui elle aussi s'est polarisée, radicalisée entre guillemets, contre l'indépendance et pour le maintien de l'union avec le reste de l'Espagne. Et aujourd'hui, faire évoluer ces blocs, dans un sens ou dans l'autre, va être extrêmement difficile, voire mission impossible. Donc en fait, on est sur une situation où tout le monde constate le blocage, et où il va être très difficile d'avancer, d'autant que les solutions qui sont proposées pour résoudre le conflit et essayer de trouver un moyen terme entre des unionistes acharnés et des indépendantistes acharnés ne satisfera personne par définition et n'apportera probablement aucune solution concrète aux défis séparatistes. Alors cette question m'amène aussi à une comparaison. À l'époque franquiste, on avait deux régions qui étaient des régions rebelles. C'était la Catalogne d'une part, le Pays Basque d'autre part. Quelles ont été les évolutions respectives de ces deux régions depuis la fin du franquisme? Parce qu'on a l'impression qu'au Pays Basque, alors que le terrorisme a duré pendant longtemps, ce qui n'était pas le cas en Catalogne, on a l'impression d'un apaisement général, alors que c'est la Catalogne qui est devenue en quelque sorte le principal abcès de fixation. Tout à fait. Alors il y avait un mot employé par certains dans les années 80, 90, 2000 qui consistait à dire que les Basques venaient de Mars et les Catalans de Vénus. C'est-à-dire que les Catalans cherchaient une voie vers une autonomie toujours plus grande par la négociation politique, pacifiquement, et qu'au contraire, au Pays Basque, on était sur des positions maximalistes avec le terrorisme de l'ETA. Alors, la situation est complexe aussi au Pays Basque. Il est difficile de résumer véritablement la situation politique et sociale au Pays Basque. Ce qui est, alors, évident d'une part, c'est que les dirigeants basques du Parti nationaliste basque, donc centre-droite, pour situer grosso modo, ont leur propre agenda. Ils ont leur propre agenda qui passe par des demandes de cession toujours plus grandes de compétences à l'égard de l'État central. Et ils veulent éviter justement de faire des vagues parce qu'ils ont vu que l'aspect remuant de l'indépendantisme catalan avait plus desservi la cause catalane qu'elle ne l'avait véritablement servi. Ce qui ne veut pas dire que les dirigeants basques ne sont pas forcément séparatistes. Simplement, ils pensent sans doute à plus long terme et par d'autres moyens. Alors effectivement, l'ETA s'est officiellement dissoute, il n'y a plus de terrorisme basque, l'ETA aujourd'hui, de toute façon même avant sa dissolution, ne représentait plus grand-chose, il y avait très peu de membres actifs. Simplement, il existe quand même une pression sociale terrible au Pays Basque sur la question de la mémoire des victimes de l'ETA, sur la question de la mémoire historique en général, et une pression sociale contre ceux qui au Pays Basque oseraient se réclamer de l'Espagne, de l'union étroite avec le reste de l'Espagne. Avec l'Espagne. Et la question des prisonniers aussi. Oui, alors, ça c'est une question effectivement toujours... Est-ce qu'une amnistie peut paraître possible alors que l'opinion espagnole... il est très défavorable. Est très défavorable. Il est extrêmement défavorable. Il faut se rappeler ce qu'a été le terrorisme de l'ETA. La question qui se pose vraiment aujourd'hui sur les prisonniers de l'ETA, c'est sur leur rapprochement et leur transfert dans des prisons basques. Parce qu'aujourd'hui, ils sont répartis dans des prisons de toute l'Espagne et de
la France aussi, hein, puisqu'il y a des terroristes basques espagnols arrêtés en France et emprisonnés en France. Certains avaient été transférés en Espagne, d'autres non. Et ça, c'est un petit peu, on va dire, le premier point de négociation entre les autorités régionales basques et les autorités centrales espagnoles. Quant à une question d'amnistie, pour le moment, personne n'ose trop en parler parce que c'est extrêmement impopulaire. Pas mûr, voilà. Oui. Et ça, c'est pas une idée, par exemple, du nouveau gouvernement socialiste. Si c'est une idée du gouvernement nouveau socialiste, du nouveau gouvernement socialiste, il ne l'avance pas trop. Ne l'affirme pas pour le moment. Il y a d'autres raisons qui vont le rendre impopulaire. Voilà. Mais alors, il y a une question que je voulais aborder aussi avec vous, c'est celle concernant la famille royale. Oui. Parce que la restauration monarchique, en quelque sorte, dans la personne de Juan Carlos, globalement, s'était bien passé. Il avait acquis une légitimité certaine quand il avait réagi face à la tentative de putsch du lieutenant-colonel Terrero en 81. 81, oui. Et là, les choses se sont quand même détériorées. Ensuite, les frasques du souverain, les frasques du gendre également, tout cela fait que la famille royale s'est trouvée en quelque sorte discréditée. Qu'en est-il aujourd'hui de Philippe VI qui a succédé à son père? On a le sentiment qu'il bénéficie, lui, d'une certaine popularité. Oui, alors effectivement, la fin du règne de Juan Carlos a été compliquée. Il faut bien comprendre qu'il y a eu une évolution à partir des années 2000 où on a vu, très doucement, sans crier gare, une baisse de la popularité de la famille royale, qui d'abord n'a pas inquiété. Et en fait, elle a inquiété quand vraiment il y a commencé à avoir cette crise avec la partie de chasse de Juan Carlos au Botswana, avec l'affaire Noos qui a touché son gendre Iñaki Urdangarin et sa fille, l'infante Christine. Donc ça, effectivement, ça fait très mauvais genre. Ça fait très mauvais genre. Et ça a un peu précipité, avec les soucis de santé de Juan Carlos aussi, son abdication donc en 2014. À l'époque, assez peu de gens pariaient sur une possible remontée de la popularité de la famille royale parce qu'on sait qu'elle est l'idée de la monarchie est moins populaire auprès de la jeunesse plutôt. Et on ne savait pas très bien comment Philippe VI allait gérer cette image un peu dégradée, comment il allait redorer le blason de la famille royale. Alors il l'a redoré assez rapidement, d'abord en essayant de rendre plus transparente l'institution, notamment d'un point de vue financier, par des audits. Et je pense qu'il y a vraiment eu un point d'inflexion majeur avec la crise catalane. Il y a eu le discours de Philippe VI le 3 octobre 2017, son allocution télévisée le soir sur la télévision publique, qui était très attendue parce qu'effectivement, tous les Espagnols attendaient que le roi s'exprime sur ce qui venait de se passer 2 jours avant avec le référendum illégal, les échauffourées avec les forces de l'ordre. Et beaucoup craignaient en Espagne que Philippe VI n'appelle au dialogue entre les deux parties et ne donne d'une certaine façon raison, en partie au moins, aux indépendantistes catalans. Légitime les interlocuteurs catalans. Or, il n'en a rien été. Et le discours qu'a prononcé Philippe VI, qui a été un discours très ferme sur le respect des institutions et de la Constitution et contre l'indépendantisme, il a quand même ouvertement accusé les autorités catalanes de déloyauté par rapport aux institutions. Ce discours-là, d'abord, n'était pas exactement prévu par le gouvernement Rajoy. Le gouvernement Rajoy l'a accepté parce que le souverain voulait absolument le prononcer, mais on sait que le gouvernement Rajoy s'est fait plus ou moins imposer le discours, qu'il voulait un discours plus doux, en tout cas plus conciliant. Et il a été très bien accueilli par une grande partie de la population espagnole, y compris par les unionistes, entre guillemets, de Catalogne, qui justement se sont dit, c'est la première autorité d'importance qui vient nous soutenir dans cette histoire, qui vient réaffirmer des principes institutionnels et légaux de base, et qui vient à notre secours parce que les unionistes de Catalogne se sentaient abandonnés, et en grande partie encore se sentent abandonnés par le gouvernement central. Et donc ça lui a donné une popularité qui évidemment aussi a hérissé les séparatistes et leurs alliés dans le reste de l'Espagne, mais ça lui a donné un regain de popularité considérable. Quand il y a eu ensuite les manifestations unionistes le 8 octobre, le 29 octobre 2017, on avait des clameurs ou bien des banderoles en faveur de Philippe VI et de la monarchie, ce qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps en Espagne. Merci beaucoup Nicolas. Merci à vous. Notre émission est terminée, mais je voulais rappeler également que vous êtes le traducteur de l'ouvrage de Séraphine Van Roel sur Al-Andalus, la jeunesse d'un mythe, paru aux éditions de l'Artilleur, que je recommande à tous nos téléspectateurs parce que c'est une relecture absolument fondamentale de tout le mythe du paradis multiculturel, du
vivre ensemble que l'on cherche à nous vendre comme modèle à propos d'Al-Andalus à l'époque médiévale. Merci beaucoup. Merci.